Oui, alors juste, je rappelle qu'il y a deux façons de poser des questions. Soit vous levez la main, je vous apporte le micro. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, on va essayer de faire circuler. Et sinon, la deuxième solution, c'est il y a un chapeau qui va circuler. Voilà, si vous êtes moins à l'aise avec le micro, n'hésitez pas. Alors, allez, devant. Oui, bonsoir. Merci de vous présenter, et notamment si vous êtes militant politique. C'était pas pour vous stigmatiser, mais c'est bien de savoir qui parle. Voilà. Donc, Manu, Europe Écologie Les Verts. On n'a pas parlé de la précarité énergétique. C'est quand même un peu le point commun de tous les problèmes qu'il y a eu justement sur l'habitat indigne. C'est-à-dire qu'on est dans un paradoxe où on a d'un côté une ville où on a du soleil, du vent, et en même temps on est incapable de faire un habitat qui soit positif et qui puisse être un lieu de production d'énergie et non de consommation. Donc j'ai envie de poser la question au candidat, qu'est-ce que vous avez envie de voir fleurir à Marseille pour que justement on sorte complètement de la précarité énergétique d'une part, et de l'autre qu'on arrive à un modèle énergétique un petit peu plus développé que celui dans lequel nous sommes, c'est-à-dire, faut être honnête, le centre-ville de Marseille ne peut être chauffé que si on a de l'électricité à bon marché, quoi. Monsieur Sarroqui, vous êtes un peu en retard en temps de parole, et je vous prends donc au débeauté sur cette question énergétique. Alors, comment on crée de l'énergie positive à Marseille ? Il est évident qu'il faut répondre aussi à cette problématique. Maintenant, je pense que dans les cadres de réhabilitation, alors quand c'est des réhabilitations par rapport au privé, donc on peut aider pour l'habitat, pour les petits propriétaires, ainsi de suite, on peut aider cette réhabilitation d'abord par une aide de la municipalité et du service municipal pour informer quels sont les droits, qu'est-ce qu'il peut faire pour développer toutes ces énergies propres et les avantages qu'il peut avoir. La première chose. La deuxième chose, on a sur Marseille pas mal de, je vais dire, dans les 120 cœurs de village, on a pas mal de commerces. 111. Oui. Ouais, je vais loin. 111 cœurs de village, on a pas mal de commerces qui sont fermés, qui ne servent plus, qui sont complètement abandonnés ou réhabilités de façon anarchique. Je pense qu'aussi la ville là-dessus peut avoir, et je reviens sur cette réponse à ce moment-là, la ville peut avoir aussi une implication là-dessus par une préemption pour développer avec un concours architectural pour ces commerces qui sont en règle générale sur trois surfaces à peu près 40, 80 ou 120 mètres peuvent répondre encore une fois pour faire de l'habitat social et le réhabiliter en redonnant vie à des quartiers. Et là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple, je dirais, que de développer ces énergies propres, puisqu'on serait sur une réhabilitation globale de ces surfaces-là. On pourrait même, si c'est du privé, leur expliquer qu'en bénéficiant d'avantages fiscaux, ainsi de suite, ils ont tout intérêt à développer cette problématique-là. Et je pense que là, ça serait une réponse. Après, pour réhabiliter tout dans de l'énergie propre, les appartements très très vétustes, à part une réhabilitation globale, je pense que c'est la seule solution pour y arriver. Très bien. D'autres questions ? Oui. Oui, je suis là. Non ? Moi, je suis assez, je dois dire, assez surprise. Oui, Marie Batou du collectif du 5 novembre. Assez surprise quand même d'attendre 2 heures du débat pour entendre le mot urgence. J'aurais voulu l'entendre de suite, et y compris, vous citez tous le rapport de la Cour régionale des comptes, mais il y en a un autre, la Fondation Abbé Pierre, qui dit 400 immeubles mis en péril depuis 1 an, aucun travaux de fait. Personne de la salle, là, on n'entend pas parler de travaux d'office. La mairie est compétente pour mener les travaux d'office. On a des immeubles qui s'effondrent dans notre ville. On a des immeubles qu'on détruit du jour au lendemain avec une précipitation qui est hallucinante, alors que la mairie, effectivement, avait des locaux, je parle du 43 rue de la Palue pour que vous sachiez resituer, mais dont la mairie était absolument propriétaire de la moitié de l'immeuble, et on découvre d'un coup, du jour au lendemain, qu'il faut tout détruire, pendant que des années, on a laissé dépérir ces affaires en nous disant, vous comprenez, on rachète au fur et à mesure, etc. Et le jour où il faut détruire, on le fait dans la précipitation, parce que d'un coup, on a tous très peur. Donc, il y a des travaux d'office, il y a de l'argent qui a été mis par l'État, vous le rappellerez les montants, pour faire ces travaux d'office. Aujourd'hui, 400 immeubles
400 immeubles, dit la Fondation Abbé Pierre, dans lesquels rien n'a été fait et qui sont mis en péril. Cette semaine, je suis présidente de l'association des parents d'élèves de l'école de ma fille. Une famille, hier, on a dû reloger en vitesse une famille qui était à la rue parce qu'on avait loué un appartement dans un immeuble mis en péril et que la mairie a sorti cette famille. Cette famille ne pouvait pas être relogée par la mairie parce qu'elle n'avait pas de bail et on se retrouve dans des situations inextricables. Moi, j'aimerais, au-delà du permis de louer, on a déjà cette situation-là dans ces immeubles qui sont censés être clos, qui ne sont pas surveillés, qui sont aux mains de marchands de sommeil. Par ailleurs, sur la question du permis de louer, juste pour finir là-dessus, parce que je sens que je vais être très longue autrement, mais sur la question du permis de louer, moi j'ai discuté avec des syndics là-dessus. Ils disent mais le permis de louer, il ne concerne que l'appartement. Le problème, il est sur l'immeuble quand on est en situation de péril. Ils disent aujourd'hui, ils vous ont proposé par ailleurs une charte sur cette question-là de contrôle de l'ensemble du bâti tous les 10 ans, me semble-t-il. Parce que la question, elle est là. C'est-à-dire que quand le 41, c'est au rez-de-chaussée que le problème il se passe, et que le monsieur, il loue le dernier étage, comment fait-il pour savoir ce qui se passe en bas ? C'est toutes ces questions auxquelles, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à répondre, parce que l'urgence de cette ville, elle est là. Elle est effectivement dans tout ce que vous avez décrit. Mais j'aimerais bien qu'on n'entende pas dire on va faire des réunions, on va faire des audits. En fait, l'audit, il commence à être sacrément fait et on sait quand même par où il faut passer. Voilà. Alors vous êtes interpellé directement, Monsieur Méry, puisque oui, non, sur cette question des travaux d'office, je crois que la ville la métropole a demandé à la ville une liste d'immeubles où les travaux d'office devaient être faits et qu'il n'y a toujours pas de réponse. C'est votre réponse. Écoutez, moi je suis très désolé. Moi je suis pas la ville. Moi je suis la métropole. C'est un peu aussi la ville. Quand même, je suis pas non, je suis désolé, je suis pas la ville. Je suis pas responsable. Moi je découvre depuis à peine 9 mois la situation du bâti. Je n'ai pas la ville. Je ne connaissais pas. Vous savez très bien qui était responsable de ces services-là et était en état de connaissance. Moi, métropole, de fait, on propose de faire des travaux d'office. On propose d'aider. Ça vient pas. Moi, je veux dire, je pas. Vous avez un pouvoir d'interpellation. C'est pas ma compétence. Vous êtes lundi au conseil municipal. Je me gêne pas et je me gêne pas pour le faire. Ensuite, sur la question du permis de louer, je vais quand même apporter une réponse à votre question. Lorsque un agent assermenté vient visiter un logement, un appartement qui va être loué, puisque c'est pas les parties communes qui sont louées, c'est les appartements, vous inquiétez pas, il est obligé de faire l'analyse des parties communes qui peuvent être dangereuses et dans ce cas-là. C'est comme ça, c'est la procédure. On va alerter, on va faire un signalement, à la mairie, dont c'est la compétence de police générale, pour générer une évacuation de l'immeuble si, au hasard de cette visite pour un permis de louer, on s'est rendu compte que les structures communes étaient dangereuses. On ne fait pas les agents assermentés qui montent pour faire les diagnostics, ils ne sont pas aveugles sur les parties communes qui font partie évidemment de la dangerosité de l'appartement qui est proposé à louer. Quelquefois, les appartements à louer sont très bien, sont tout à fait corrects. Moi, j'en pense même à un au 65 de la rue d'Aubagne, qui était très bien, qui était l'appartement lui-même. Mais les appartements, mais la structure, en revanche, c'était autre chose. Donc, vous imaginez bien qu'on ne va pas délivrer des permis de louer à des gens qui risquent leur vie à chaque fois qu'ils montent sur la cage d'escalier. C'est hors de question. Maintenant, la question des travaux d'office, oui, voilà, vous avez tout dit. Ok. D'autres questions ? Oui, il y a une question ici. Alors, je ne vous vois pas en fait. On va essayer d'enchaîner les questions, donc à vous et après là-haut. Bonsoir, je suis affiliée à aucun parti politique, quoi que ce soit. Je me présente, je m'appelle Diane Fogelman. Ma question est très simple en fait. Qu'est-ce que vous proposez et quel est votre positionnement vis-à-vis de la corruption de certains acteurs publics qui les poussent à fermer les yeux sur les conditions de l'habitat indien ou sur les urgences vis-à-vis de cette problématique pour privilégier leurs intérêts personnels. Voilà, très simplement. Je vous remercie. Voilà, et juste peut-être avant de répondre, on va enchaîner. Il y avait une autre question là. Merci. Oui, bonsoir, Jean-Philippe Vigneron. Je suis assez séduit par l'idée de partenariat, programme de partenariat d'aménagement. Simplement, en revanche, je suis très très inquiet quand j'entends les
les réponses de M. Méry et quand je vois qu'il n'est pas responsable de ce qui se passe à la mairie, et donc du coup demain il va nous expliquer qu'il n'est pas responsable de ce qui se passe dans le cadre du plan partenarial d'aménagement. Ce plan partenarial d'aménagement, il a déjà un petit peu commencé, et alors peut-être qu'il va nous expliquer s'il est responsable ou pas de l'allocation de l'espace d'aménagement. Cet espace, il est loué 12 rue de la République, et c'était nos anciens commerces Mango. Je me demande quel est le loyer que payent les métropoles pour un espace qui normalement serait plutôt dédié pour du commerce. Donc là encore, on va utiliser l'argent et on va mal l'utiliser. Donc on va se retrouver en plus dans quelques années, on va dire voilà, on a dépensé 200 millions, 500 millions, mais pas forcément comme il faut. Et donc du coup, si ce plan partenariat d'aménagement, il me semble très bien, et heureusement que l'État est là. En revanche, je me dis, si on laisse des équipes responsables et pas responsables, irresponsables actuelles, on va avoir des opérations, des OPH ou des opérations en rue du même type que celle que Mme Gobin a vécue et qu'il faudra recommencer. Et ma deuxième question, c'est, j'ai pas bien compris. Court, s'il vous plaît. Ouais, voilà, deuxième, ça va être très courte. 25% de logements sociaux, c'est l'objectif pour 2025. Madame Vassal, elle en pense quoi? Elle est d'accord avec ça, ou alors elle va nous faire un PLH différent? Alors, on va essayer de faire tourner la parole quand même, parce que sinon c'est que M. Méry qui va répondre. Oui, Étienne Dabac, si vous voulez, puis peut-être sur cette question des travaux d'office que fait l'État, c'est aussi une question. Ouais. Alors sur la question de Madame, je crois, sur la corruption des acteurs publics qui concerne effectivement certains élus actuels, tous les candidats de notre liste écolo-citoyenne s'engagent à signer la charte anti-corps pour savoir effectivement, pour prendre connaissance de tout ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est élu en termes de prise légale d'intérêt et en termes de location de logements indignes. Il faudrait aussi faire une déclaration de patrimoine pour l'ensemble des élus qui sont au conseil municipal, et puis garantir l'inéligibilité des élus qui font de la location de logements indignes. Voilà. Pour l'instant, personne n'a été mis en examen de quoi que ce soit sur ces questions-là, tout de même. S'il y a des personnes qui ont été forcées de quitter leur délégation, il n'y a aucune affaire pénale qui concerne des élus, en tout cas sur ce sujet-là d'habitat indigne. Madame Louis, le PPA, c'est effectivement un espèce de dialogue où il y a l'État. S'il n'y a pas de travaux d'office, M. Méry dit c'est pas moi, c'est la ville, mais l'État, qu'est-ce qu'il dit? Alors, faire un petit peu la part des choses, d'abord rappeler peut-être que le PPA concerne uniquement une partie de la ville, concerne quand même le centre-ville et concerne pas d'autres secteurs de Marseille. Ce qui est intéressant dans le PPA, c'est qu'il y a l'État qui, via Euromed, notamment une filiale d'Euromed, pourra intervenir, sera dans la gouvernance. Il y a un vrai sujet de gouvernance sur ce PPA, c'est pour ça que c'est prévu par la loi, l'État a 35% normalement. Donc ça permet quand même, si la gouvernance est bien ficelée, que l'État soit partie prenante et puisse justement être acteur dans les décisions. Ça permet quand même d'éviter un certain nombre de difficultés, voire entre guillemets de dérives. Donc c'est extrêmement important qu'on ait la présence de l'État, et c'est un engagement fort d'ailleurs de Julien Denormandie sur ce sujet. Et d'ailleurs, il y a un pilotage de l'État sur le sujet également, qui veut absolument que le projet soit mené à terme, en gardant justement en accent notamment sur la concertation avec les habitants, en faisant en sorte vraiment que le projet du centre-ville, parce que c'est un enjeu important à Marseille, le centre-ville. On voit un centre-ville qui quand même décline, on voit des commerces qui partent. Enfin moi je vois qu'aujourd'hui beaucoup de Marseillais ne vont plus en ville pour le plaisir d'aller au centre-ville, de se retrouver de moins en moins. Je suis très triste de cette réalité. Moi je crois que le projet centre-ville, parce qu'aujourd'hui à ma connaissance il n'y a pas un projet très précis qui est porté ni par la métropole ni par la ville, il faut un projet qui soit construit avec les Marseillais. Alors je ne sais pas s'il y a une date de concertation, mais je crois qu'il n'y en a pas encore. Je crois que c'est extrêmement important de le faire. Pour les travaux d'office, je le rappelle encore, pour
centre-ville, l'ANA finance 100% des travaux de sécurisation. Moi, je ne vois pas ce que l'État peut faire de plus. Après, c'est aux opérateurs sur place de justement mettre en œuvre ces travaux d'office. Mais si les gens ne font pas les travaux, comment il faut bien que quelqu'un les fasse. Après, il y a plusieurs dispositifs. C'est-à-dire que oui, s'il y a des arrêtés de péril, mais là, c'est le maire. Et après, ça reste de la prérogative du maire. Après, à un moment donné, il faut que chacun assume ses responsabilités. Et c'est bien la difficulté à Marseille, c'est que ça n'a pas été le cas. Qu'on parle d'insalubrité, qu'on parle de péril. Mais l'État ne peut pas se substituer à tout le monde. Il peut, dans certains cas, faut-il encore que ça soit identifié, remonté. Or, à Marseille, le gros sujet, c'est qu'on n'a pas eu de transparence. Il y a des signalements qui sont perdus totalement dans la nature. Moi, j'ai entendu justement un élu dire « Nous ne prenons en matière de péril que les signalements des locataires, des propriétaires ». Ce n'est pas ce que prévoit la loi. Si vous passez demain devant un immeuble qui vous paraît dangereux, que vous le signalez, ce signalement doit être de suite pris en compte. Et ce n'est pas le cas. Donc vraiment, il y a un sujet de se dire chacun doit aller au bout de ses responsabilités. Et je reviens une seconde sur la question justement de la probité. Oui, évidemment, c'est un enjeu, mais quand on dit qu'il n'y a pas eu, vous avez dit, il n'y avait pas eu de mise en examen, de façon générale, les marchands de sommeil à Marseille ne sont quasiment pas sanctionnés parce qu'ils ne sont pas suffisamment identifiés et qu'évidemment, ils ne sont pas traduits en justice. Et je rappelle que pour poursuivre, il ne suffit pas qu'il y ait un logement indigne, il faut aussi qu'il y ait des personnes vulnérables. Donc il y a 2 éléments à prouver. D'accord. Vous vouliez intervenir sur la question des marchands de sommeil sur les 2 choses. D'abord, intervenir sur les marchands de sommeil. Bien sûr, il faut être intraitable là-dessus. Et je reviendrai à la proposition de loi qui a été faite au Sénat par Bruno Gilles et qui a été votée à l'unanimité, qui est de sévir financièrement sur les marchands de sommeil, puisque c'est par là qu'on peut les toucher par le portefeuille, et d'avoir des amendes commençant à 10 000 €, allant jusqu'à 30 000 € et pouvant aller même jusqu'à passer sur le pénal. Voilà. La deuxième chose, je veux revenir aussi sur la position des élus et on dirait un manque d'honnêteté en étant marchand de sommeil et tout. Je pense que là-dessus aussi, il faut être intransigeant. Il faut signer une charte dès le départ, et là je suis tout à fait d'accord, et s'engager honnêtement là-dessus. Et en cas de prise, bien sûr, il faut attendre le jugement de la justice et les prises de position de la justice, mais il faut sans tarder la démission et retirer les délégations. Il faut être intransigeant là-dessus. Dès qu'on est un homme public, dès qu'on a été élu par le peuple, eh bien, on se doit d'avoir une honnêteté de façon, parce qu'on représente le peuple et on ne peut pas faire honte au peuple. Très bien. Alors, il y a 2 questions, je crois. Ouais, on va faire pareil, on va enchaîner les 2 questions. Oui. Moi, j'interviens comme membre du Conseil citoyen du 1er et 6e arrondissement. Alors d'abord, première bonne nouvelle, c'est que les conseils citoyens existent depuis 2014. On va être associé au PPA. On a été reçu en préfecture pour réfléchir à la façon dont on allait pouvoir faire redescendre les informations auprès de nos concitoyens et puis après les faire remonter évidemment à l'administration, qu'on oublie souvent, et aux élus. On a dit qu'il fallait favoriser l'aide au privé, parce que le privé est aussi une part importante de la rénovation. Toutes les sociétés, si possible. Parce que si on est propriétaire d'un bien, en SARL par exemple, on n'a aucune subvention. Il faut monter une SCI. Et dans le privé, il y a beaucoup de petits immeubles qui intéressent des investisseurs. Ils n'intéressent pas les institutionnels parce que c'est trop petit. 250, 300 mètres carrés, ça n'intéresse pas un bailleur social. Par contre, des petits privés, ils peuvent faire les choses. Ils ne sont pas aidés là-dessus. Il y a aussi les immeubles en déshérence. On les laisse pourrir pendant 30 ans. Il y a une proposition qui émane en partie d'architectes et de conseils citoyens. De rénover ces appartements, c'est bien. De mettre l'argent de côté. Et puis si le propriétaire réapparaît dans les 30 ans, on lui verse les sommes. Et pendant ce temps-là, ça évite d'avoir des immeubles qui se dégradent et qui font tomber les autres. Il y en a à monter des accoules 4. Dans certains publics, hein, quand même, monter des accoules. Oui. Ensuite, on n'a pas parlé des travaux en fait qu'il allait falloir faire. Il faut mobiliser les entreprises, certes, mais on le sait, il y a un gros problème de main-d'œuvre. Donc il va falloir quand même qu'on booste un peu la formation, parce que si on veut réparer ces appartements, ces immeubles rapidement, il va falloir quand même trouver des gens qui puissent le faire.
Et il n'y aura pas que la rénovation. Il y a aussi des commerces qui ont besoin de rénovation, des constructions qui vont se faire, des écoles, des hôpitaux. Donc il faut de la manœuvre. Et pour l'instant, on est un peu tendu en France sur ce côté-là. D'accord. Et donc pour finir, à Bristol, je pense qu'il y a un bel exemple. Les Anglais Bristol veut conserver sa ville au niveau esthétique. Donc ils ont trouvé une solution qui me paraît être fort simple. On garde les façades des immeubles, on enlève le toit, on le vide et on construit dans des entrepôts des appartements, pas en utilisant le format Algeco, mais qui sont préfabriqués, ce qui fait qu'il y a peu de gêne sur le secteur. Les ouvriers travaillent dans des entrepôts, donc ils se moquent qu'il fasse chaud, froid, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Et ça coûte 10% de plus qu'une réhabilitation classique. Mais les réhabilitations se font en quelques semaines ou en quelques mois, là où parfois ça prend des temps énormes et où on gêne tous les riverains. Donc comme il va y avoir beaucoup d'immeubles à traiter, ça serait peut-être éventuellement une solution, parce que tant que les immeubles ne sont pas traités, où est-ce qu'on loge les gens? Très bien. Il y avait une autre question, on va l'enchaîner, puis proposer à nos maîtrants d'y répondre. Bonsoir. Moi, je m'intéresse à ce sujet depuis de très nombreuses années. Et à vous entendre, je me suis cru 15 ans avant ou 20 ans avant, quand il y avait les périmètres de restauration immobilière. On a dit tout à l'heure qu'il faut privilégier le long terme. Mais M. Gaudin, il a fait 4 mandats. En 4 mandats, ce n'est plus du long terme, c'est du très long terme. Je veux dire par là que si on parle aujourd'hui de logement indigne, c'est bien qu'il y a eu un fiasco, sur ce chapitre. Il y a un fiasco qui est sur le plan humain, parce que nous avons déploré des morts, mais nous avons aussi déploré beaucoup de problèmes de santé qui sont générés par l'habitat indigne. S'il y a un fiasco, c'est peut-être qu'il y a une autre raison qui est complémentaire aux raisons que vous avez citées, que je n'ai pas entendues. À savoir que les victimes du logement indigne sont très souvent assimilées à des gens qui ne votent pas, à des gens qui ont des problèmes, et donc à des gens qui ne représentent pas beaucoup d'intérêt. Les opérations de rénovation dans le centre-ville de Marseille, Panier, Noailles et Marseille, ont été, en ce qui me concerne, un grand échec, tout simplement parce qu'on a vu dans la population un obstacle et non pas un allié à la rénovation. Alors je viens juste à mon idée, c'est que dans ce dispositif, l'éradication de l'habitat indigne, on a besoin de la participation de la victime. Et comment se fait-il que pendant des années, on a eu très peu de victimes de logements indignes qui se sont signalées ou qui ont saisi la justice? Mon explication est la suivante. C'est que la plupart des victimes de logements indignes, ils perçoivent un regard qui n'est pas un regard de solidarité, mais plutôt un regard gêné, un regard d'hostilité. Et par conséquent, ils n'osent pas saisir la mairie parce que ceux qui ont saisi la mairie, leur signalement n'a pas été suivi des faits. Ceux qui ont saisi la mairie n'ont pas été relogés jusqu'en 2009. Je fais partie des gens qui ont milité au sein de l'association Un Centre-Ville pour tous. Jusqu'en 2009, la mairie de Marseille s'opposait au relogement des personnes victimes de l'habitat indigne, au point que le maire de Marseille a été condamné, en ce qui concerne le 6 rue de la Phare, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et par le tribunal de Marseille. C'est très récent qu'on parle de relogement. Alors quand une victime de logement indigne voit son voisin qui s'est signalé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle n'est pas encouragée à se manifester à son tour. Alors ma question est très simple. Aujourd'hui, on parle de 40 000 logements indignes. Je ne sais pas si le chiffre est excessif ou pas. Si vous arrivez à la municipalité, comment faites-vous pour traiter 40 000? Parce que la difficulté des municipalités, pas seulement de celle de Gaudin,
des municipalités précédentes, c'est que la capacité de relogement, j'ai parlé tout à l'heure de la volonté de relogement, parce que la volonté de relogement, on avait la trouille de les reloger dans le 4-5 ou dans le 6-7 ou dans le 8, je ne sais pas quoi. Comment fait-on pour avoir un parc de logements tiroirs suffisant? Et si on n'a pas un parc de logements tiroirs suffisant, on va baisser les bras devant les marchands de sommeil. Alors, c'est une... Alors, il y a d'autres intervenants qui ont... Je vous donnerai la parole juste après. Monsieur Luc, comment on fait pour agir pour des gens qui ne votent pas et qui ne votent pas pour vous, peut-être encore moins? Ça, vous ne savez pas. Ouais. Là, vous êtes dans la caricature, très sincèrement. Excusez-moi. C'est amusant, mais... vous parlez des oubliés, monsieur, vous avez raison. Et vous avez raison aussi de parler d'un fiasco, parce que effectivement, ça fait un quart de siècle que l'équipe de Gaudin gère cette ville et ne gère pas cette problématique du logement insalubre ou du péril. On l'a entendu, je crois, dans Libération, vos confrères qui relataient une interview de Madame Vassal qui avait avoué découvrir la problématique du logement insalubre le 5 novembre. En tout cas, sur l'étendue. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a une problématique très très grave de ces gens qui sont totalement oubliés des pouvoirs publics. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne votent pas pour la mairie en place, je n'irai pas jusque-là, mais effectivement, ils n'ont pas pris à bras le corps cette problématique. On a donc 25 ans de retard. Mais vous, et on ne pourra pas les rattraper en un mandat, et en tout cas, pas seulement avec la mairie. C'est impossible. Donc il faut que tous les acteurs soient autour de la table. Alors c'est déjà le cas, mais c'est insuffisant, effectivement. Que ce soit la métropole, le département ou bien sûr l'État. Et chacun doit prendre ses responsabilités pour essayer de gérer l'urgence. C'est une autre personne qui parlait de l'urgence. Bien sûr qu'il y a l'urgence à traiter en priorité, et puis ensuite travailler sur le long terme. Très bien. Madame Louis, après je vous oublie pas. Mais oui, effectivement, il va falloir des logements de tiroir, des logements pour loger les personnes qu'on va extraire pendant la réhabilitation de leur habitat pour on l'espère, les accompagner au retour ensuite. Comment on fait à 40 000 logements? Comment on fait? Oui, il y a 40 000 logements. Moi, cette question, je me la suis posée dès que j'ai attaqué ce sujet-là. J'ai vu des copropriétés comme les Rosiers, 3 700 personnes. Vous imaginez bien que s'il faut rénover, à un moment donné, il faut reloger. Moi, je m'inspire un petit peu de ce que j'ai vu dans d'autres villes. Et je prends encore l'exemple de Clichy, parce que vous rappelez qu'à Clichy, à l'époque, quand le maire est arrivé, la ville était endettée, le parc immobilier était dans un état extrêmement grave, et il y a eu une volonté politique extrêmement forte à ce moment-là. Oui, on va pas rénover en 1 heure, 1 année, les 40 000 logements, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Par contre, il faut commencer maintenant, il faut avoir une méthode qui soit claire et transparente. C'est ce qui s'est fait avec Clichy, il y a eu des opérations tiroirs, on a travaillé aussi sur le logement transitoire. Moi, je pense par exemple à certains endroits aux terrains réservés, je pense à ceux de la Linéa, par exemple, on a des terrains dont on ne fait absolument rien. Il y a des solutions de logement transitoire, je pense qu'il faut expérimenter, je pense aux conteneurs maritimes qu'on aménage. Il y a des pays qui le font très bien, où ils font des logements qui sont tout à fait digne et acceptable, et sûrement mieux que certaines chambres d'hôtel où certaines familles avec enfants se sont installées, où il y avait des punaises de lit et je ne sais quoi d'autre de peu agréable. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir une vision à long terme et avoir des priorités. Pour moi, il y a une priorité essentielle, c'est par exemple là où il y a la santé est en jeu. Par exemple, il y a des copropriétés où on a beaucoup d'enfants avec les moisissures, on a des pathologies pulmonaires. Il faut identifier ça, prioriser. Moi, je le dis, il faut prioriser là où il y a le plus d'urgence, traiter les urgences les unes après les autres. Et il faut le faire en même temps avec un angle de prévention. Parce que si on fait tout le temps de l'urgence, bien sûr, on va continuer, mais on n'arrêtera jamais. Si on n'est pas capable d'avoir une politique à long terme, de construire du logement social, de repenser l'urbanisation de façon à ce que, justement, on tire aussi l'économie vers le haut de cette ville, on n'y arrivera pas. Il faut vraiment avoir cette vision d'urgence, oui, mais aussi une vision à long terme. Anne-Marie Gobin, donc les 40 000, comment on fait? Votre micro. C'est vrai, les 40 000, c'est quand même sur une certaine échéance. Mais il y en a 4 000 déjà là qui sont répertoriés et qui sont assez... Et le relogement. Qui sont assez imminents. Bon, il y a quand même des dispositions à prendre sérieusement avec toutes les collectivités territoriales et sans faire de grandes réunions, mais quand même. Alors, sur le privé, il y a un certain nombre de logements qui pourraient, avec certains travaux de l'ANA, dans le centre-ville, être tout à fait
louable, que les propriétaires pourraient passer des conventions avec des loyers conventionnés. Il y a un petit... Pas de réquisition, alors? Non, les réquisitions, il ne faut pas rêver. La réquisition, ça existe, on en parle, ça fait peur, mais tous les professionnels vous diront que jamais les réquisitions ont produit des logements en masse pour répondre à un besoin précis. C'est symbolique, la réquisition. Il faut agir autrement. Il y a un parc privé qui peut avoir un certain nombre de travaux dans le grand centre-ville, on va dire, et qui pourrait très bien être à disposition, conventionné avec l'ANA, et pourrait être des logements. Il y a aussi, dans le parc social, vous savez très bien que quand il y a ce qu'on appelle, un mot qui est très technique, qui s'appelle les contingences et les réservations. Alors un parc social, dans tous les immeubles, il y a le service du logement, il y a le cabinet du maire, il y a le service du logement du département pour le bailleur du département, il y a le service du cabinet du président. À l'État, il y a le contingent mal logé, mais il y a aussi le contingent préfecture, un certain nombre de logements qu'on ne voit pas arriver dans les programmes de relogement en urgence pour des endus. Et puis, il y a aussi le 1% professionnel qui pourrait aussi apporter des solutions de relogement. Ça ne veut pas dire que tous les logements vont être hypothéqués pour reloger, mais si certains peuvent apporter des solutions à des gens pour un logement temporaire, il faut le prendre. Et si on peut, à l'intérieur de ce nombre de logements, avoir des logements provisoires qui peuvent être meublés et que le bailleur mettra à disposition pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pour avoir des solutions provisoires pour ces familles qui doivent se reconstituer et aller ailleurs ou retourner peut-être dans leur logement, mais il faut le faire. Ce ne sont pas des masses d'argent énormes, mais c'est une volonté politique de tout le monde, dirigée par une municipalité qui va demander à tout le monde de le faire et qui va commencer par son propre contingent, ainsi que le patrimoine privé de la ville, qui reste quand même une certaine énigme dans le centre-ville. Très bien. Voilà. Et puis, quand même, j'y tiens, parce que l'urgence, il y aura encore un mot. L'urgence, c'est aussi, comme je l'ai dit, préparer le développement du parc social dans tous les arrondissements, surtout ceux qui en ont le moins, faire du logement très social avec des grands logements. Enfin, parce que c'est l'urgence, il faut commencer tout de suite pour avoir des résultats dans 2 ans, 3 ans. Donc l'urgence, c'est de commencer tout de suite. Et c'est une urgence programmée. Très bien. D'autres questions? Oui. Oui, je suis membre de Nouvelle Donne et participant au Printemps Marseillais. Sauf à partir de la dernière question, il a été décidé de ne pas tirer sur une ambulance qui d'ailleurs ne va pas se représenter. Je pense qu'on peut s'en féliciter. Mais il en résulte, je dirais, quelque chose d'un petit peu planant dans l'ambiance par rapport aux situations critiques et bien évidemment au drame. Quelque chose aussi d'un petit peu consensuel finalement, en dehors du Rassemblement national qui insiste sur la dimension de sécurité publique, si j'ai bien compris, pour l'articuler dans son raisonnement, et puis également du monsieur de l'équipe de monsieur Gilles, qui propose de remunicipaliser en fin de compte tout ou partie de la problématique. Alors ça, ce sont en effet des choses qui sont assez saillantes. Pour le reste, les 4 autres intervenants ne m'ont pas semblé, je dirais en tout cas, être en contradiction les uns avec les autres. J'ai 2 questions à poser. La première, si je peux me permettre, ça sera à ma camarade du Printemps Marseillais. Calisté. Calisté. Comme beaucoup d'entre nous, sans doute, je m'y suis aventuré un certain nombre de fois, prudemment, j'en conviens, histoire de me rendre compte un petit peu par mes propres yeux, sachant que, bon, c'est un regard qui ne vaut pas grand-chose, mais enfin, il faut quand même y aller. Et puis, j'ai lu Pujol aussi. Et puis, je connais aussi, de par mon métier, tout un certain nombre de travailleurs sociaux. C'est une situation qui, je dirais, paraît impossible. Alors, il me paraît souhaitable, je vais te tutoyer, que tu puisses un petit peu poursuivre la question que tu as lancée. Calisté, c'est une ANRU, mais alors ça va durer encore combien de temps ? Pour essayer peut-être de nous donner les quelques pistes de réflexion que tu as sur cette question qui me paraît extrêmement difficile. La deuxième question, elle est au monsieur de l'équipe de Madame Vassal sur la question du permis de louer.
il nous a rappelé, et je pense que c'est tout à fait exact ce qu'il dit, c'est pas ma spécialité, qu'il y avait en effet des limites juridiques de ce côté-là et qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Mais alors, 2 idées par exemple. Est-ce que ce serait soviétiser l'économie que, par exemple, lorsque en effet il y a, comme on dit en médecine, à l'inspection, un gros doute sur un immeuble, sur la qualité des logements, est-ce que ce serait soviétiser l'économie que de trouver un biais juridique, je ne sais pas lequel, c'est pas mon métier, pour pouvoir un peu enquêter et voir à voir? Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'on ne pourrait pas, de même que ça se fait, ça n'a pas toujours été comme ça, on sait, ça a une histoire, donc il y a des règlements, on peut légiférer, réglementer, etc. Il y a les diagnostics, amiante, termites et compagnie, etc. Tout le monde connaît tout ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre la question du permis de louer comme étant une contrainte, alors peut-être pas systématique, parce que bon, il y a des choses qui sont un peu sans objet, ça serait faire de la bureaucratie inutile, mais en tout cas, dans les zones qui ont été périmètrées comme étant des zones à risque, qu'il n'est pas possible de louer si on ne produit pas un permis de louer. Alors il faut éviter, pour les autres questionnements, de viser une personne, parce que là vous passez un peu le plat à votre camarade de mouvement. Vous allez faire... Oui, un plat qui est pas forcément, qui est un peu chaud à porter, mais qui est quand même un peu. Si vous voulez faire court pour les autres. Pour faire très court avec Calisté, Calisté, c'est la première grande copropriété dégradée qui a été prise en charge dans le dispositif ANRU, qui au départ ne s'occupait que du logement social. Le logement social, c'est quand même beaucoup plus simple dans un projet de rénovation urbaine, parce qu'on a des bailleurs sociaux qui font les travaux, des immeubles, et après c'est les collectivités territoriales qui font les équipements et l'urbanisme, pour faire simple. Bon, Calisté a été prise en main parce que la situation était plus que dramatique. Elle mettra certainement... alors déjà, les ANRU à Marseille, ça va très lentement, mais là, je dirais que ce n'est pas un problème de gouvernance, c'est un problème de difficulté de situation. Et je pense qu'il faudra de très nombreuses années pour arriver à acheter... Parce que tous les logements sont préemptés. Hein, les logements sont préemptés et rachetés par des bailleurs sociaux. C'est Marseille Habitat, je crois. C'est Marseille Habitat, mais pas tous les bâtiments. Pas tous les bâtiments, oui, ils essayent. Il y a des bâtiments où on sait que de toute façon, il va falloir les détruire. 1, 2, 3. C'est une opération qui va durer certainement une dizaine d'années. Il ne faut pas rêver. Mais malheureusement, on a laissé arriver jusqu'à ce terme. Et que maintenant on a tellement attendu. Votre micro. Maintenant on a tellement attendu. Je m'y fais pas. Maintenant on a tellement attendu que la situation est impossible à traiter en quelques années. Bon, peut-être Monsieur Méry, très rapidement sur cette question. Est-ce que on fait un bilan thermite, on fait un bilan amiante? Est-ce qu'on peut faire finalement élargir la gamme et faire un permis de louer, comme on l'a entendu déjà Monsieur Tabag le dire, et Madame Louis, une sorte de contrôle technique plus général et qui comprendra un certain nombre de faits précis. Donc une extension du permis de louer. Et ça voudrait dire qu'à chaque fois que quelqu'un achète un bien, le notaire le loue, au même titre en fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que dans le périmètre qui est décidé, donc en gros, c'est mais c'est Conoy. C'est Rome, Lieutot, Canebière, rue Estelle. Pourquoi? Grosse concentration, enfin je vais vous expliquer comment ça a été choisi, grosse concentration de péril grave et imminent, 85% de location, 5% dans ce secteur qui sont des bailleurs sociaux et 15% de propriétaires occupants. On a une rotation estimée à 400 nouveaux baux tous les ans, voilà, et donc qui donnera lieu à 400 permis de louer. Si jamais la personne ne demande pas le permis de louer, c'est envoyé chez le préfet, c'est une amende qui peut courir jusqu'à 15 000 € si la personne loue sans avoir le permis de louer. Autre chose, votre question est assez juste, le permis de louer, c'est ce qui nous permet de rentrer dans les propriétés privées. La propriété privée en France est vraiment un absolu particulièrement fort. Donc c'est très, très, très difficile de légiférer sur cette question-là. Mais il y a une chose importante que je n'ai pas rajoutée, qui est vraiment importante, c'est la question des marchands de sommeil. Je suis en train d'essayer de conventionner avec la CAF pour dire que si jamais la personne n'a pas eu le permis de louer, qu'elle ne puisse pas, sur ce bien-là, elle ne puisse pas toucher les allocations de la CAF. Et c'est très compliqué. Rien ne l'empêche. Ce qui est très compliqué. Rien ne l'empêche. Ce qui est très compliqué pour une raison très simple, c'est que la CAF résonne en allocataire et nous, on résonne en logement.
Et en fait, on donne les allocations de la CAF à une personne, quel que soit le lieu où elle habite. Et c'est très difficile pour que, il est très difficile pour la CAF de rentrer dans un raisonnement qui est, nous, un raisonnement de résidentialisation et non plus un raisonnement de droit d'allocataire ou pas. Mais on veut vraiment avancer là-dessus parce que si on arrive à vraiment couper tout simplement le financement grâce à la CAF, vraiment, on aura gagné la bataille contre les marchands de sommeil. Juste, Étienne Tabac, qui a un petit peu de retard sur vous, Alexandre Louis. Alors, finalement, il y a peu d'aspérité, de différence entre vous. Qu'est-ce qui différencierait un maire Marseille Debout de vos collègues? Debout Marseille. Debout Marseille, j'y arrive pas. Hein. C'est potentiel, il y a deux mots. Hein. C'est la vision. C'est la vision sur 20, 30 ans. Qu'est-ce qu'on veut faire de ces quartiers, comment lutter contre l'habitat indigne et comment on veut préserver le tissu social à Marseille. Et par exemple, il y a le PPA qui a été mis en place, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent faire sur les îlots d'intervention. Est-ce qu'ils veulent tout simplement faire des bâtiments rénovés pour virer les plus pauvres et mettre des personnes avec des revenus plus élevés? Il y a cette inquiétude d'une volonté de gentrification des centres-villes. Ah non, attendez. Il y a clairement, depuis des années, avec les municipalités en place depuis l'élection de Gaudin, une volonté de gentrifier ce centre-ville. Et la plupart de ces sociétés d'aménagement qui sont mises en place ont cette ambition de vouloir effectivement changer la composition sociale de ces quartiers-là. Et c'est un vrai risque d'abîmer le tissu social en continuant de virer les pauvres pour mettre des riches. Et donc, l'objectif, voilà, c'est de faire de la mixité sociale. Donc, pour faire de la mixité sociale dans ces quartiers-là, il faut faire du logement social pour que les ménages à revenus modestes puissent rester dans les quartiers dans lesquels ils habitent depuis très longtemps. Mais quand on rénove, quand on réhabilite, ça peut accélérer un processus de gentrification puisque l'espace public est rénové et que des ménages avec des bons revenus ou des ménages bien diplômés ont envie de vivre sur ces habitats-là. Ce qu'il faut faire pour éviter une forme de spéculation immobilière, c'est essayer de dissocier la spéculation immobilière ou la possibilité de faire des plus-values immobilières avec achat et vente avec le fait d'habiter. Et il y a des nouveaux dispositifs qui existent en France pour réussir à faire cette dissociation. Par exemple, les coopératives d'habitat qui existent en Suisse. Vous avez pris l'exemple de Clichy, mais on peut prendre d'autres exemples à l'étranger, comme Bristol. Mais en Suisse, les coopératives, comment ça marche? C'est très simple. Vous avez la société de coopérative qui possède l'immeuble, le terrain et les murs. Et les gens qui vont habiter dans cette coopérative achètent une part sociale de la coopérative. Donc, ils ne possèdent pas leur logement. Ils ne sont pas propriétaires. Ensuite, ils versent effectivement un loyer à la coopérative, mais c'est un loyer inférieur à ce qu'aurait été un loyer avec une propriété privée. Mais ils ne sont pas non plus locataires, ils sont surtout sociétaires. Et en tant que sociétaires, ils réfléchissent avec l'ensemble des cohabitants pour se savoir mais qu'est-ce qu'on fait de notre immeuble, qu'est-ce qu'on fait de notre habitation. Et donc, ensuite, si après ils veulent partir, ils revendent leur part sociale, mais au même prix d'achat, si ce n'est l'indexation sur l'inflation. Mais grosso modo, on dissocie la spéculation immobilière qui intervient très souvent dans les cas de gentrification avec le fait d'habiter ensemble. Et donc, la vision des Verts et la vision de l'ensemble des partis écologistes, c'est de favoriser un autre habitat, une autre façon d'habiter ensemble avec les coopératives par exemple ou avec les OFC, les OFS pardon. Mais je vois que vous êtes inquiet. Et donc, je suis inquiet parce que c'est un peu long et qu'il y a des questions. Je vais passer l'exemple. Encore, il y a deux questions, une là et ensuite on va conclure à une troisième là. Oui, bonsoir. Donc j'ai deux questions à poser assez rapidement. Oui. Tout d'abord, je pense que dans le fait d'éradiquer l'habitat indigne, il y a la question qui a été complètement éludée ce soir parce que peut-être qu'elle n'a pas été pensée, je ne sais pas, mais il y a quand même Airbnb. Airbnb est un grand gentrificateur, c'est-à-dire c'est une centrifugeuse numérique. Et le quartier du Panier en souffre actuellement. Rechercher des logements pour faire habiter des gens qui sont actuellement en recherche de logement, ça devient de plus en plus impossible parce qu'il y a une grande partie du parc immobilier qui part là-dedans. Malheureusement, la majorité actuelle n'est pas pour réguler. De ce que j'ai lu récemment, il n'y a pas de régulation en cours d'Airbnb. Donc des plateformes numériques qui vont donner l'accès à ces logements-là. Deuxième point, vous avez aussi le grand ordonnateur de tout ça au niveau de l'immobilier à Marseille, qui est la Soleam. On n'en a pas entendu un mot ce soir de la Soleam. Pas un mot. Alors que l'habitat indigne a été géré aussi par la Soleam. Et que l'habitat indigne, on peut aussi considérer, c'est que c'est aussi ce que construit actuellement la Soleam. Elle détruit
dans les secteurs du 9e et du 10e arrondissement à grande échelle, 30 hectares en prévision dans la Zacrénie. Et oui, vous le savez très bien, il y a 1000 logements qui sont prévus, du gros béton bien lourd qui est prévu, alors que ce n'était pas forcément nécessaire dans ce quartier-là. C'est des espaces verts qui vont être détruits et avec l'ordonnancement de la SOLEAM. Donc l'habitat indigne aussi, c'est de penser ce qu'on détruit pour mettre à la place du béton. Voilà. Très bien. Excusez-moi, mais quand on parle de la ville, on parle aussi de ces outils, dont la SOLEAM. Oui, oui. C'est effectivement un outil en soi. Sur cette question des 10 000 logements qui deviennent des logements touristiques de courte durée, Monsieur Jean-François Lick, il faut légiférer. 10 000 qui ont disparu comme ça du marché pour servir aux touristes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, effectivement, il y a une problématique qu'il va falloir gérer par rapport à ces nouvelles technologies. Bon, moi, j'ai été, j'avoue, utilisateur d'Airbnb à plusieurs reprises. Ça peut peut-être arrivé à certains d'entre vous. C'est vrai que c'est pratique sur tout un tas de choses, mais il y a un revers de la médaille, quoi, c'est clair. Donc, effectivement, il va falloir réguler. En tout cas, ça me semble logique de le faire. D'accord. Et sur le fait que le centre-ville doit continuer à être un centre-ville divers, populaire, avec la population qu'il a aujourd'hui. Comment on fait pour préserver cette population tout en agissant sur l'habitat ? Effectivement, il faut déjà éviter la gentrification. Voilà, le terme a été utilisé tout à l'heure. Alors, est-ce qu'elle est planifiée, pensée, comme quelqu'un l'a tout à l'heure sous-entendu, je ne sais pas. Elle se produit même dans d'autres quartiers que dans le centre-ville. Dans le centre, on va dire l'hypercentre, et même la périphérie du centre, si je puis dire. Donc c'est quelque chose qu'on constate. Après, on ne peut pas empêcher, typiquement, je sais pas moi, des riches retraités de Paris ou d'ailleurs de venir s'installer. C'est compliqué. On peut faire en sorte que les pauvres restent, en revanche. Oui. Il y avait encore une question là, et puis après on va conclure. Oui, merci de me donner la parole. Je voudrais revenir quand même sur, effectivement, bien sûr des échos ont été donnés, mais sur l'ampleur de la catastrophe qu'on vit dans cette ville. C'est une catastrophe de dimension européenne. Je veux dire, c'est un tremblement de terre. Je pense qu'il faut du coup bien identifier les responsabilités de ce tremblement de terre. Je pense que l'État, en l'occurrence, ne prend pas toutes ses responsabilités, malgré toutes les précautions de langage et le renvoi à une justice qu'on déshabille. Je regrette, en ce moment, les moyens de la justice sont déshabillés, d'accord, pour chercher des vraies responsabilités et une justice proactive. La question que je retiendrai en ayant posé cette dimension proprement européenne du problème, c'est est-ce qu'on ne doit pas aussi interpeller les fonds européens pour mobiliser plus de moyens et accélérer véritablement les réponses qu'on doit donner à ce drame. L'ultime question, peut-être on va lier les deux, comme ça sera fait. Allez-y. Merci. Bonjour, Valérie Déco, architecte. Je voulais juste signaler, comme vous le savez certainement, qu'il y a énormément de bâtiments, de logements qui sont vides à Marseille. Il y a un très grand nombre, je ne me rappelle plus le chiffre exact, mais un très grand nombre. 30 000, oui. Voilà, 30 000. On a besoin de 40 000 logements, donc l'équation est facile. Des mesures incitatives sont tout à fait possibles pour inciter les propriétaires qui ont des logements vacants à les louer, en augmentant les charges les impôts sur les logements vacants. Et je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas encore été fait par la municipalité actuelle, parce que c'est une mesure tout à fait simple et personne n'en a parlé ce soir. D'accord. Alors, peut-être votre voisin n'a pas trop parlé, je suis désolé, mais il faut faire un peu tourner, c'est le principe de la démocratie. Donc, Michel Sarocchi, est-ce qu'on peut effectivement forcer les bailleurs à louer les logements vacants ? C'est-à-dire forcer, on ne peut jamais forcer, mais on peut inciter fortement. Inciter fortement. Voilà, c'est-à-dire, alors je vais revenir juste aussi par rapport à l'Europe et chercher la recherche des fonds. Voilà, dans ce que j'ai dit au début en préambule, c'est-à-dire reglobaliser le service du logement, il va de soi que dans les fonctions du service de logement au sein de la municipalité, il faudra aller chercher les fonds qui sont nécessaires pour tout. Et l'Europe, bien entendu, sera contactée dans ce cadre-là. Par rapport à ce qui est des logements vacants, bien sûr, il faut taxer plus fortement les personnes qui ne veulent pas
mettre à disposition ces logements. S'ils sont dans un état dégradé, il faut aussi les encadrer, les aider pour faire une réhabilitation de ces logements-là et les mettre à la disposition du public. C'est évident, ça semble une évidence, je veux dire. D'accord. Madame Louis, sur la question de l'État et surtout sur le fait qu'on déshabille finalement la justice, elle n'a pas les moyens d'agir pleinement face à ce fléau. Alors, face à ce fléau, le problème, là, on n'est pas sur un problème de moyens. Et je rajoute au passage que quand même le budget de la justice, même s'il reste encore modeste, a été augmenté de 25%, de 24% sur le quinquennat. Même s'il y a beaucoup de choses à faire et qu'on numérise la justice, qu'on donne des moyens supplémentaires et qu'on organise de façon différente pour que ça soit beaucoup plus efficient. Mais le problème en la matière, à Marseille particulièrement, c'est pas la justice. Faut-il encore que les marchands de sommeil, que les situations soient remontées à la justice? Et aujourd'hui, on a un problème de repérage parce que tout le monde rencontre des marchands de sommeil, mais il faut aller ensuite, quand vous avez des victimes, c'est pas elles qui vont aller saisir la justice, aller au commissariat ou aller voir la mairie en disant attention, je suis logé par un marchand de sommeil. C'est des personnes auxquelles il faut garantir l'accès au droit. Et on a un vrai sujet dans cette ville d'accès au droit où on a une partie de la population qui n'a pas suffisamment accès au droit. Là, je rappelle par exemple sur la maison de la justice et du droit, qui est un dossier municipal sur lequel ça a été extrêmement compliqué d'avancer. Mais on rappelle que le maire a été totalement opposé à financer cette maison de la justice et du droit. Et pourtant, ça, c'est un enjeu important d'accès au droit, de permettre aux victimes d'être informées, parfois même à certains propriétaires, pour leur permettre d'exercer leurs droits. Parce que même la justice sera la meilleure du monde, si personne ne va justement dénoncer ces marchands de sommeil, ça ne marchera pas. Et l'enjeu, il est véritablement là, mettre tout le monde en lien, identifier, puis ensuite pouvoir punir. Très bien. Alors juste un très rapide parce qu'il est déjà 22h45 et le débat a été long. Effectivement, je suis d'accord avec vous, mais je me suis mal expliqué quand j'ai dit dans les mesures d'urgence, il y avait le parc privé où il suffirait de voir les propriétaires et avec quelques travaux qu'ils soient louables, bah évidemment parce qu'ils sont vacants. Donc c'est tous ces logements vacants dont je parlais. On sait très bien qu'un certain nombre de propriétaires ont des vieux logements qui n'ont pas été mis aux normes depuis très longtemps, qu'il faudrait rafraîchir. Il faut faire des frais et finalement des risques de loyer impayés. Ils préfèrent ne pas louer. Il y en a beaucoup en centre-ville et c'est à cela que je pensais. Parce que si on les remet en état, pour les louer, c'est qu'ils sont vacants. Très bien, un tout petit mot de la fin et dans ce cas vous ferez tourner votre micro parce que vous ne serez pas le seul à faire le mot de la fin. Ok, en 30 secondes. Pour Airbnb, donc il faut rendre possible les locations sur Airbnb que les résidences principales, arrêter avec ces SCI avec 5 logements, 10 logements où on loue partout. Augmenter la taxe de séjour pour limiter le nombre de logements sur Airbnb. Pour Bruxelles, oui, il faut absolument un bureau marseillais à Bruxelles, c'est ce qu'on propose dans notre programme. Pour les logements vides, oui, il faut absolument augmenter la taxe sur les logements vacants parce que pour inciter les propriétaires à utiliser leur logement. Pour les 25%, en plus pour la justice, c'était pour embaucher des agents de prison, absolument pas des juges. Donc non, c'est vrai. Donc je suis complètement contre cette interprétation. J'ai fait un podcast sur l'économie des prisons. Je vous invite à l'écouter. Vous allez voir que l'augmentation... Je vois que vous avez déjà beaucoup de choses à débattre entre vous. On débattra après si vous voulez. D'accord, très bien. J'ai terminé vos interventions. Effectivement. Merci. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus et d'avoir su débattre avec urbanité. Alors, n'oubliez pas que Mars Actu est un journal sur abonnement et qui vit grâce à vous. Nous vous donnons rendez-vous en décembre pour un prochain débat et puis ensuite en janvier pour conclure cette première série de débats sur le municipal. Merci encore.